Le matin du 17 février 1991, un silence anormal s'étendait sur les hauteurs du petit village de Saint-Laurent-de-Cerdan, niché dans les Pyrénées-Orientales. Les montagnes, encore couvertes d'une fine couche de neige, semblaient figées dans une immobilité presque solennelle. Le facteur, habitué à sa tournée dans les hameaux isolés, remarqua aussitôt quelque chose d'étrange. La boîte aux lettres des Delmas débordait. 3 jours de courrier, intact. Aucun signe de vie derrière les volets bleus de la maison, pourtant si souvent animés par les cris des enfants et les aboiements du chien. Vers 9 heures, inquiet, il alerta la gendarmerie de Céret. 2 militaires furent dépêchés sur place. En arrivant, ils constatèrent que la porte d'entrée n'était pas verrouillée. Seule la serrure semblait faiblement forcée, comme si quelqu'un avait voulu éviter de faire du bruit. À l'intérieur, la chaleur du poêle éteint contrastait avec l'odeur métallique qui flottait dans l'air. En poussant la porte du salon, les gendarmes comprirent aussitôt qu'ils n'étaient plus dans une simple disparition familiale. Sur le sol, à moitié recouvert d'une couverture, gisait le corps de Jean Delmas, 48 ans, artisan menuisier du village. Son visage portait des traces de lutte, et sa main droite tenait encore un morceau de tissu arraché. Dans la cuisine, sa femme Monique, 45 ans, avait été retrouvée près de la table renversée. Aucun bruit, aucun cri n'avait traversé la nuit. Tout semblait s'être déroulé dans un huis clos rapide et violent. Dans la chambre du fond, les 2 enfants, Élodie, 12 ans, et Benoît, 9 ans, étaient allongés côte à côte, comme endormis. Seul le désordre des draps et la présence d'une lampe brisée témoignaient d'une panique fugace. La scène, immédiatement bouclée par les enquêteurs, évoquait un massacre familial d'une rare brutalité. Mais rien, absolument rien, ne semblait cohérent. La porte d'entrée intacte, aucune trace d'effraction sur les fenêtres, pas de vol apparent. Les objets de valeur étaient toujours là, les portefeuilles non vidés. L'horloge murale, elle, s'était arrêtée à 22h37. Était-ce l'heure du drame, l'heure du... Dans les premières heures, les gendarmes écartèrent la piste d'un cambriolage. L'absence de témoins directs compliquait tout. Les voisins les plus proches vivaient à plus de 200 mètres, de l'autre côté du vallon. Personne n'avait rien entendu, pas même le chien, retrouvé enfermé dans la remise. Un geste de précaution, ou la marque d'une habitude. Très vite, les premiers éléments laissaient entrevoir une scène domestique plus complexe qu'elle n'y paraissait. Les techniciens de leur section scientifique de Perpignan arrivèrent dans l'après-midi. Ils relevèrent des empreintes partielles sur la poignée de la porte, ainsi que plusieurs traces de pas dans la boue gelée du jardin. Des traces fines, régulières, semblant provenir de chaussures de marche. Une empreinte, plus nette, s'arrêtait juste au bord du seuil, comme si celui qui l'avait laissée avait hésité avant d'entrer. À l'intérieur, les indices étaient ténus. Une tasse encore tiède sur le plan de travail, un paquet de cigarettes à moitié vide, un calendrier mural où la date du 16 février était entourée d'un trait rouge. La nouvelle se répandit en quelques heures dans tout le village. Les habitants, stupéfaits, se rassemblèrent sur la place principale, cherchant à comprendre l'inconcevable. La famille Delmas était connue de tous, des gens discrets, travailleurs, sans histoire. Jean, menuisier respecté, avait son atelier dans le bourg. Monique, institutrice remplaçante, participait activement à la vie de la paroisse. Les enfants fréquentaient l'école du village et prenaient des cours de piano. Rien, absolument rien, ne laissait présager une telle tragédie. Le maire, contacté par la gendarmerie, parla d'une commotion collective. La région n'avait jamais connu un fait divers d'une telle ampleur. Dans ces vallées paisibles, les crimes violents étaient rares, presque inexistants. Les habitants redoutaient désormais la nuit, les portes verrouillées plus tôt, les rideaux tirés. Le sentiment d'insécurité s'était installé d'un coup, brutalement. Les enquêteurs, eux, commencèrent à reconstituer les dernières heures de la famille. Le vendredi 15 février, Jean,
avait été vu au café du village vers 18 heures, discutant avec 2 collègues artisans. Il paraissait fatigué mais serein. Monique, selon la boulangère, était passée le lendemain matin acheter du pain et un gâteau pour l'anniversaire de leur fille, prévu ce dimanche-là. Puis, plus rien. Aucun appel, aucun témoin, aucune activité bancaire après le samedi midi. Tout semblait s'être figé à partir de cette heure-là. Les premières analyses médico-légales confirmèrent que les décès remontaient à la nuit du 16 au 17 février. Les causes exactes furent tenues confidentielles, mais les enquêteurs évoquèrent des violences multiples. Le rapport préliminaire mentionnait la présence de traces d'un liquide inflammable dans le salon, suggérant qu'un incendie avait pu être envisagé, puis abandonné. L'auteur ou les auteurs avaient-ils été interrompus? L'hypothèse d'un règlement de compte fut un temps considérée. Jean travaillait parfois sur des chantiers transfrontaliers avec l'Espagne voisine, dans des circuits économiques où l'argent liquide circulait encore beaucoup. Mais aucun indice concret ne venait étayer cette piste. D'autres regards se tournèrent vers la sphère intime. Des tensions conjugales, un proche, un voisin. Le mystère s'épaississait à mesure que les experts déterraient de nouveaux fragments d'indices. À la fin de la première semaine, une cellule spéciale fut ouverte à Perpignan. Les enquêteurs, confrontés à une absence totale de mobile clair, entreprirent de remonter le passé du couple. Dettes, assurances, relations professionnelles, fréquentations récentes. Plusieurs témoins signalèrent la présence d'une voiture sombre, garée non loin de la maison, dans la soirée du drame. Un véhicule inconnu du voisinage. Les gendarmes retrouvèrent effectivement des traces de pneus dans le fossé adjacent. Mais le modèle restait indéterminé. Sous la neige qui recommençait à tomber, la maison Delmas fut mise sous scellé. Elle deviendrait, pour de longs mois, le centre silencieux d'une enquête tortueuse. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. La table encore dressée, les jouets des enfants dans le salon, le manteau de Monique suspendu près de la porte. Des images qui hanteraient durablement les enquêteurs. À la télévision locale, le drame fit la une pendant plusieurs jours. Les journalistes parlaient d'une énigme pyrénéenne, d'un massacre sans mobile. Les spéculations allaient bon train, mais aucune piste solide ne se dégageait. Ce n'était ni un cambriolage, ni un crime passionnel typique. Quelqu'un avait pénétré dans la maison Delmas avec calme, méthode, et une connaissance évidente des lieux. Ce détail, à lui seul, allait bientôt orienter l'enquête dans une direction inattendue. Une direction où les apparences tranquilles du village allaient peu à peu se fissurer. Le lendemain de la découverte, le petit hameau de Saint-Laurent-de-Cerdan se réveilla dans une atmosphère irréelle. Les rues d'ordinaire, si calmes, étaient envahies de voitures banalisées, de journalistes et de curieux venus de tout le département. Sur la route sinueuse menant à la maison Delmas, les gendarmes installèrent un ruban de sécurité. Les habitants observaient à distance, sidérés par l'ampleur de ce drame survenu au cœur de leur vallée. Le village, perché à 800 mètres d'altitude, vivait jusque-là au rythme lent de la montagne. En hiver, la vie s'y resserrait autour des cafés, du marché du samedi et des rares commerces restés ouverts. La communauté se connaissait presque toute par les prénoms, et les commérages remplaçaient les journaux. Ici, on ne fermait pas les portes à clé. On se saluait du pas de la porte. On partageait les nouvelles, les inquiétudes. La famille Delmas incarnait cette normalité tranquille. Leur maison en pierre grise, au bord du ruisseau, était souvent illuminée le soir. Jean travaillait le bois dans son atelier adossé à la grange. On disait qu'il avait des mains d'or et qu'il pouvait redonner vie à n'importe quel meuble ancien. Monique, discrète, avait cette douceur bienveillante des institutrices qui connaissent chaque enfant du village. Leur vie semblait simple, ordonnée. Pourtant, derrière les apparences, certaines fissures commençaient à apparaître, des tensions minuscules, presque invisibles, que personne n'avait vraiment remarquées avant le drame. Selon une amie de Monique,
Le couple traversait une période difficile depuis la fin de l'année précédente. Des retards de paiement, des chantiers annulés, une fatigue persistante. Rien de dramatique en apparence, mais assez pour créer un climat tendu. Jean, réputé pour son tempérament calme, s'était mis à travailler tard, parfois jusqu'à minuit, seul dans l'atelier. Certains soirs, les lumières restaient allumées jusque très tard, et les coups de marteau résonnaient dans la nuit. Monique, de son côté, avait confié à une collègue qu'elle songeait à partir quelques jours seule. Elle parlait d'un besoin d'air, de repos. Le couple, marié depuis 20 ans, semblait s'éloigner lentement. Pourtant, autour d'eux, personne n'avait jamais évoqué de disputes graves, ni d'épisodes de violence. Au contraire, ils formaient aux yeux de tous un foyer stable, uni, un modèle de cette France rurale où la solidarité demeure une valeur cardinale. Les enfants, eux, étaient la fierté de leurs parents. Élodie, brillante élève, rêvait de devenir vétérinaire. Benoît, plus réservé, passait ses journées à construire des maquettes de voitures dans la remise de son père. Tous deux fréquentaient l'école communale. Leurs enseignants, bouleversés, décrivirent une fratrie joyeuse, soudée, sans histoire. Ces visages d'enfants, soudain figés sur les photos publiées par la presse, allaient marquer durablement la mémoire du village. Dans les jours qui suivirent, les enquêteurs s'efforcèrent de comprendre comment un tel drame avait pu se produire dans un lieu aussi isolé. L'environnement jouait contre eux. Routes étroites, réseaux téléphoniques capricieux, météo capricieuse. La neige effaçait les traces aussi vite qu'elles tombaient. Mais une question revenait sans cesse. Qui avait pu entrer dans cette maison sans effraction et sans alerter personne? Les proches de la famille furent entendus un à un. Le frère de Jean, installé à Perpignan, affirma qu'il avait parlé à son frère 2 jours avant le drame. Il était préoccupé, oui, mais pas inquiet. Il m'a juste dit qu'il devait régler un différend avec un fournisseur. Ce fournisseur, un artisan espagnol basé à Figueres, devint rapidement une piste d'intérêt. On apprit que Jean travaillait régulièrement avec des clients de l'autre côté de la frontière, parfois sans déclarer tous les revenus. Rien d'illégal prouvé, mais assez pour attirer l'attention des enquêteurs sur un éventuel litige financier. Pendant ce temps, les journalistes s'installaient devant les grilles du cimetière communal. Les caméras filmaient les visages endeuillés, les gerbes de fleurs déposées par des inconnus. On parlait d'une tragédie sans explication, d'une famille exemplaire fauchée dans son sommeil. Les médias nationaux s'en emparèrent brièvement, puis l'affaire disparut des gros titres, remplacée par d'autres drames. Mais à Saint-Laurent-de-Cerdan, rien ne fut plus jamais comme avant. Le dimanche suivant, les obsèques furent célébrées dans la petite église du village. La nef, habituellement vide, débordait de monde. Le curé, la voix tremblante, parla de la lumière qui s'éteint sans prévenir. La procession sortit dans un silence total, seulement brisé par le vent froid descendant de la montagne. Sur les visages, une même question. Pourquoi? À mesure que les jours passaient, la rumeur prit le relais des faits. Certains évoquaient une vengeance. D'autres, plus discrets, murmuraient qu'un membre de la famille aurait pu être impliqué. Les enquêteurs, prudents, n'écartaient aucune hypothèse. Mais l'absence d'indices matériels tangibles ralentissait tout. Les empreintes relevées n'appartenaient à personne connu du fichier. Le liquide inflammable trouvé sur place n'était pas identifiable précisément. Un mélange d'essence et de solvants domestiques, courant dans n'importe quel atelier de menuiserie. Pour tenter de percer le mystère, les gendarmes décidèrent de reconstituer les déplacements de la famille sur les derniers jours. On apprit que Jean s'était rendu à Céret le vendredi pour acheter du matériel. Il y avait croisé un ancien client qui le décrivit comme nerveux, pressé, comme quelqu'un qui cache un souci. À son retour, il aurait reçu un appel téléphonique dont le contenu restait inconnu. Les relevés de la ligne fixe révélèrent une communication de près de 10 minutes avec un numéro espagnol, enregistré sous un nom fictif. C'était la première trace concrète d'un contact extérieur à la vallée.
Les enquêteurs se rendirent alors à la frontière, interrogeant des commerçants, des stations-service, des hôtels. Aucun ne se souvenait avoir vu Jean ou sa voiture ce week-end-là. Pourtant, un ticket d'autoroute espagnole, retrouvé dans son blouson, prouvait qu'il avait traversé la frontière, au moins une fois cette semaine-là. Pour quelle raison? Et surtout, avec qui? Le mystère s'épaississait, tandis que le souvenir des Delmas s'imprégnait durablement dans la mémoire du village. Chaque soir, la lumière de leur maison, désormais vide, se reflétait sur la neige fondue. Les habitants continuaient de déposer des fleurs sur le perron, comme pour conjurer le silence. Pour les enquêteurs, le temps commençait à jouer contre eux. Plus les jours passaient, plus les pistes se refroidissaient. La seule certitude, c'est que le meurtrier connaissait les lieux, et sans doute les victimes. Car rien, dans ce crime, ne portait la marque de l'improvisation. Les semaines qui suivirent l'enterrement plongèrent dans le village dans une forme de torpeur. Les habitants continuaient à parler de la famille Delmas à voix basse, comme si le simple fait d'évoquer leur prénom pouvait rouvrir une blessure encore vive. Les gendarmes, eux, poursuivaient leur travail dans un silence méthodique. Acérée, la cellule d'enquête installée dans les locaux de la compagnie tentait de recomposer le puzzle d'une vie apparemment ordinaire, mais dont les pièces, peu à peu, commençaient à révéler un autre visage. Jean Delmas était né à Argelès-sur-Mer, dans une famille d'artisans modestes. Après un apprentissage dans la menuiserie, il avait ouvert son propre atelier à 24 ans, avant de s'installer à Saint-Laurent-de-Cerdan. On disait de lui qu'il avait la passion du bois et le goût du travail bien fait. Ses meubles, robustes, élégants, ornaient la plupart des maisons du canton. Ceux qui l'avaient côtoyé le décrivaient comme un homme réservé, droit, un peu secret. Ses proches évoquaient parfois son besoin d'isolement, ce silence qui revenait après les longues journées d'atelier. Jean n'était pas du genre à se confier, confia plus tard un de ses ouvriers. Il gardait tout pour lui, même quand ça n'allait pas. Monique, au contraire, rayonnait d'une énergie douce et communicative. Née dans la région de Narbonne, elle avait rencontré Jean lors d'un bal d'été, alors qu'elle venait d'obtenir son certificat d'enseignement. Mariés quelques mois plus tard, ils s'étaient installés dans cette maison en pierre qu'ils avaient entièrement restaurée de leurs mains. À l'époque, le couple symbolisait une réussite simple, sincère. Un foyer uni, 2 enfants, un atelier prospère. Mais derrière ce tableau, certains proches avaient noté des changements au fil des ans. Elle avait l'air fatiguée, usée, se souvenait une collègue d'école. Elle parlait souvent de Jeanne comme de quelqu'un de plus dur qu'avant. D'autres, au contraire, disaient l'avoir vue radieuse à la rentrée 1990, plus épanouie, presque légère. Comme si un vent nouveau soufflait dans sa vie. Une impression renforcée par la découverte, dans ses affaires personnelles, de lettres écrites à la main et signées d'un prénom masculin. André. Ce prénom allait devenir central dans les semaines suivantes. André S., 49 ans, était un commerçant originaire de Prat de Mollo, à une 30aine de kilomètres. Divorcé depuis plusieurs années, il tenait un petit magasin de fournitures de chantier, où Jean venait régulièrement s'approvisionner. Selon plusieurs témoins, André et Monique s'étaient croisés à plusieurs reprises, d'abord fortuitement, puis plus régulièrement. Les lettres, datées de 1990, évoquaient une correspondance discrète, marquée par une tendresse retenue, rien de compromettant au premier regard. Quelques phrases sur le besoin de parler, sur le silence pesant de certaines soirées, mais certaines tournures ne laissaient guère de doute sur la nature de leur lien. Les enquêteurs, prudents, ne parlèrent pas immédiatement de liaison, mais l'idée s'imposait peu à peu. Monique semblait entretenir une relation affective parallèle depuis plusieurs mois. Cette révélation bouleversa la perception du couple Delmas. Pour les gendarmes, elle pouvait éclairer plusieurs zones d'ombre. Les tensions du foyer, la fatigue de Jean, les changements d'humeur observés dans les dernières semaines. D'après un témoignage ultérieur, Jean aurait récemment découvert une lettre de Monique. On ignore s'il en avait parlé à quelqu'un,
Mais un voisin affirma l'avoir vu sortir de l'atelier un soir, furieux, jeter quelque chose dans le poêle avant de claquer la porte. Pourtant, rien ne permettait d'affirmer que cette découverte avait pu conduire à un geste irréparable. John restait décrit comme un homme posé, mesuré. Mais les enquêteurs savaient aussi qu'une colère contenue peut, parfois, fermenter dans le silence. De son côté, Andrés fut rapidement convoqué. Il arriva de son plein gré, accompagné de son avocat. L'homme, grand, au visage marqué, se montra calme et coopératif. Il reconnut connaître Monique, parla d'une amitié platonique mais sincère. Selon lui, ils échangeaient sur leurs difficultés respectives, sans que cela dépasse le cadre d'une correspondance affectueuse. Il affirma ne pas avoir vu Monique depuis le début du mois de février. Son alibi pour la nuit du 16 au 17 semblait solide. Il avait passé la soirée chez sa sœur à Banyuls, où plusieurs témoins confirmèrent sa présence. L'enquête, faute d'éléments matériels, ne put l'incriminer davantage. Mais dans les carnets de l'officier en charge, son nom demeura souligné en rouge. Pendant ce temps, les enquêteurs s'intéressaient aussi à la situation professionnelle de Jean. Son entreprise, bien qu'active, connaissait un ralentissement. Une commande importante, passée à une société espagnole, avait été suspendue sans explication, entraînant des pertes financières. Certains chantiers restaient impayés. Les comptes bancaires révélaient un découvert récent, inhabituel pour un artisan aussi prudent. L'idée d'un contentieux financier prenait de l'ampleur. Et si le drame trouvait son origine non pas dans la sphère intime, mais dans le monde du travail, les gendarmes interrogèrent un employé saisonnier qui avait quitté l'atelier quelques semaines avant le drame. Selon lui, Jean s'était récemment disputé avec un client au sujet d'une livraison de bois. Il aurait reçu des menaces voilées, sans jamais en parler ouvertement. Mais ce témoignage, non corroboré, resta marginal. Au fil des semaines, un autre visage de Jean Delmas se dessinait, celui d'un homme épuisé, surmené, oscillant entre fierté et désespoir. Ses proches dirent qu'il refusait toute aide, même quand les difficultés s'accumulaient. Dans le village, certains commençaient à se demander si le drame n'était pas le résultat d'une implosion familiale. Un geste de désespoir, suivi d'un effacement brutal. L'hypothèse d'un meurtre-suicide, bien que douloureuse, fut envisagée un temps. Mais elle ne tenait pas. L'analyse balistique montrait l'intervention d'un tiers. Les Delmas n'avaient pas d'armes déclarées, et aucune empreinte de Jean ne fut retrouvée sur les objets suspects. Les experts conclurent. L'auteur ne faisait pas partie des victimes. Restait alors une piste que peu osaient évoquer ouvertement. Celle d'un proche, d'un ami, d'un visage familier. Parmi les habitués de la maison, un nom revint souvent. Luc Martin, 37 ans, ouvrier forestier et ami de longue date de Jean. Ils se connaissaient depuis l'adolescence. Luc venait régulièrement donner un coup de main à l'atelier, surtout lors des grosses commandes. C'était un homme massif, taiseux, vivant seul dans une cabane à quelques kilomètres du bourg. Selon plusieurs témoins, il considérait Jean comme un frère. Mais depuis quelques mois, leur relation semblait s'être tendue. Ils se parlaient moins, confia la serveuse du café. Un jour, Jean est parti sans le saluer. Luc avait le regard noir. Personne, à l'époque, ne sut dire pourquoi. Les gendarmes convoquèrent Luc Martin. L'homme parut surpris, presque blessé qu'on le soupçonne. Il affirma qu'il n'avait plus revu Jean depuis la semaine précédente. Il admit avoir remarqué quelque chose d'éteint chez lui, mais nia toute dispute récente. Son alibi, en revanche, était fragile. Il disait avoir passé la soirée seul, chez lui, à réparer sa tronçonneuse. Aucune preuve ne vint étayer ses dires. Dans le carnet de l'enquêteur, son nom fut entouré d'un trait bleu, signe d'une surveillance discrète mais continue. Ainsi, à mesure que les portraits se dessinaient, une toile complexe apparaissait. Un artisan au bord de l'épuisement, une épouse en quête d'évasion, un ami fidèle devenu distant, un amant supposé au passé trouble. Et au milieu,
2 enfants, pris dans un drame dont ils ignoraient tout. À ce stade de l'enquête, rien ne permettait encore de comprendre ce qui s'était réellement joué cette nuit-là. Mais déjà, un détail, anodin en apparence, allait relancer toutes les hypothèses. La découverte, dans la cave de la maison d'Elma, d'un objet qui ne semblait appartenir à personne de la famille. Un objet banal, posé à même le sol, que les enquêteurs avaient d'abord négligé. Une montre-bracelet, au cadran brisé, arrêtée exactement à 22h37, la même heure que celle de l'horloge murale du salon. Un lien invisible commençait à se dessiner entre les objets et les vies qu'ils entouraient. Un lien qui allait bientôt faire basculer l'enquête vers des zones plus sombres encore. Les semaines suivantes plongèrent les enquêteurs dans un labyrinthe de contradictions. Chaque nouvelle piste semblait éclairer une facette différente de la tragédie, avant de s'éteindre à son tour. Rien ne collait tout à fait. Le puzzle, méthodiquement assemblé, restait incomplet. Et pourtant, un sentiment diffus commençait à s'imposer parmi les gendarmes de Céret. Quelque chose, dans cette affaire, relevait moins du hasard que d'une lente dégradation. Une suite de tensions, de silences et de décisions malheureuses. Le capitaine Vernier, chargé du dossier, décida de reprendre les faits depuis le début. Il concentra son attention sur la chronologie précise de la dernière semaine de la famille Delmas. Le mardi 12 février, Jean avait effectué une livraison de meubles à Pras-de-Mollo, à une 30aine de kilomètres. Ce jour-là, il aurait déjeuné seul dans un restaurant routier, selon la serveuse. Rien d'anormal. Le jeudi, Monique fut aperçue à la poste du village, envoyant un courrier à destination de Perpignan. Une lettre dont le contenu ne fut jamais retrouvé. Le samedi matin, enfin, la boulangère la vit pour la dernière fois, achetant du pain et un gâteau d'anniversaire. À midi, la famille déjeuna chez elle. Puis le silence. Mais au fil des vérifications, un détail retint l'attention de Vernier. La veille du drame. Un appel téléphonique d'une dizaine de minutes, passé depuis la ligne fixe des Delmas vers un numéro espagnol, apparaissait sur le relevé. Ce numéro, initialement sans identité, fut retracé jusqu'à un atelier mécanique de Figueres, à quelques kilomètres de la frontière. Le propriétaire, un certain José Ramirez, affirma ne pas connaître Jean Delmas, mais admit avoir reçu des appels de gens du bâtiment français pour des achats de matériel. Rien de plus. Cependant, une coïncidence troubla les enquêteurs. Andrés, le commerçant ami de Monique, entretenait lui aussi des liens commerciaux avec ce même atelier. La frontière, décidément, revenait dans tous les volets de l'enquête. Et dans les vallées pyrénéennes, où les échanges transfrontaliers étaient fréquents, il devenait difficile de distinguer les affaires légales des arrangements discrets. Pendant ce temps, à Saint-Laurent-de-Cerdan, les rumeurs prenaient un tour plus sombre. Certains habitants disaient avoir aperçu, dans les semaines précédant le drame, une voiture sombre stationnée plusieurs soirs près du pont du Ruisseau, non loin de la maison d'Elma. Un véhicule immatriculé en Espagne, selon un témoin. D'autres évoquaient des bruits étranges, des éclats de voix étouffés, des lumières dans la maison après minuit. Rien de vérifiable, mais l'impression, tenace, que la tranquillité du foyer avait été troublée bien avant la nuit fatale. Les enquêteurs décidèrent alors de revenir sur les relations de Jean et Luc Martin, son ami forestier. Des témoins confirmèrent que les deux hommes avaient cessé de travailler ensemble depuis l'automne précédent. Officiellement, un désaccord professionnel. Officieusement, un différend plus personnel. Un soir d'octobre, les deux hommes s'étaient disputés violemment à l'atelier. Personne n'en connut la cause exacte, mais un voisin affirma avoir entendu Jean crier « Tu n'as plus rien à faire ici !» Depuis, Luc se serait isolé, multipliant les séjours dans les bois, évitant le village. Interrogé à nouveau, Luc resta calme mais distant. Il reconnut la dispute, sans en préciser la raison. C'était à propos d'un travail mal fait, rien d'autre. Les enquêteurs notèrent cependant une incohérence. Ils prétendaient ne plus avoir mis les pieds chez Jean depuis des mois,
mais un fragment de peinture bleue retrouvé sur sa veste correspondait exactement à la teinte du portail des Delmas, repeint récemment. Un indice ténu, certes, mais suffisant pour le replacer au centre de la surveillance discrète. Peu à peu, les gendarmes dressèrent la cartographie invisible des liens entre les protagonistes, Jean épuisé, isolé, fragilisé financièrement, Monique en quête d'échapper, liée à André par une correspondance affective, Luc, l'ami brouillé, qui gravitait en périphérie du couple, et autour, cette toile d'échanges transfrontaliers, de factures non réglées, de menaces implicites, à mesure que les enquêteurs creusaient. Un climat d'angoisse montait dans le village. Les conversations s'interrompaient quand un inconnu passait la porte du café. Les familles se barricadaient la nuit. On murmurait que le tueur pouvait être l'un des leurs. Le maire tenta d'apaiser les esprits, mais même les anciens, pourtant habitués aux légendes locales, reconnaissaient ne pas avoir connu pareille peur depuis des décennies. L'analyse médico-légale définitive, arrivée début mars, ajouta un élément troublant. Les corps portaient des traces de lutte distinctes, à des moments différents. Jean et Monique auraient été attaqués en premier dans le salon. Les enfants, ensuite, dans leur chambre, sans qu'ils aient eu le temps de fuir. Ce décalage temporel de quelques minutes prouvait que le meurtrier connaissait parfaitement la disposition des lieux. Il savait où aller, et qui se trouvait où. Il avait agi dans le calme. Un autre détail surprit les enquêteurs. La montre-bracelet trouvée dans la cave, arrêtée à 22h37, ne portait aucune empreinte exploitable. Mais son bracelet, en cuir noir, présentait une usure particulière sur la boucle. Or, dans une photo ancienne retrouvée par hasard dans le portefeuille de Jean, on apercevait Luc Martin portant une montre presque identique. L'objet devint une pièce centrale du dossier. Quand on interrogea Luc sur ce point, il haussa les épaules. Des montres comme celle-là, tout le monde en a. Ce n'est pas la mienne. Son ton restait calme, mais ses mains tremblaient légèrement. Le capitaine Vernier, habitué à ce genre de micro-signes, nota son trouble. Pourtant, sans ADN, sans témoin, sans aveu, rien ne pouvait justifier une garde à vue prolongée. Luc fut relâché. Dans le village, cette libération fit l'effet d'une gifle. Beaucoup étaient persuadés qu'il était impliqué. D'autres, au contraire, voyaient en lui un bouc émissaire commode. Les divisions se creusèrent, les anciens amis cessèrent de se parler. Le drame des Delmas fracturait lentement la communauté. Pendant ce temps, l'attention des enquêteurs se porta de nouveau sur André S. L'homme, bien que blanchi par son alibi, restait un point fixe dans l'ombre du dossier. Une perquisition menée discrètement à son domicile permit de découvrir un carnet de comptes où figuraient plusieurs transactions avec des artisans de la région, dont Jean Delmas. Certaines sommes, notées en peseta, semblaient avoir transité sans justificatif. Était-il simplement un fournisseur ou un partenaire officieux? L'idée d'un conflit d'intérêts prit corps. Peut-être un différend financier avait-il dérapé. Mais là encore, l'hypothèse butait sur un obstacle. Rien ne liait formellement André au lieu du crime. Ses empreintes n'y figuraient pas, et son véhicule n'avait pas quitté le département selon les relevés douaniers. L'enquête piétinait, mais la tension, elle, continuait de monter. Chaque nouvelle journée sans réponse accentuait le sentiment d'un mystère impénétrable. Les médias, revenus brièvement sur place, évoquaient désormais le silence des Pyrénées. On filmait la maison vide, ses volets clos comme un mausolée muet. C'est à ce moment-là que la gendarmerie reçut un appel anonyme. Une voix d'homme, rauque, hésitante, affirma savoir qui était passé chez les Delmas cette nuit-là. L'appel provenait d'une cabine téléphonique de la gare de Perpignan. Le message était court. Regardez du côté de la montagne, là où le vent ne s'arrête jamais. Puis, la ligne coupa. Pour Vernier, ce fut la première étincelle depuis des semaines. Il mobilisa une équipe sur le terrain. Les recherches se concentrèrent sur les hameaux reculés, les cabanes forestières abandonnées,
les sentiers de contrebandiers qui serpentent dans les bois. C'est au cours de cette fouille qu'ils découvrirent, dissimulée sous un tas de pierres, une veste en laine épaisse. Dans une de ses poches, un couteau de travail, taché de résidus brunâtres. Les analyses confirmèrent qu'il s'agissait bien de sang humain, mais en quantité trop faible pour en déterminer l'origine. Pourtant, ce couteau, usé, portait sur son manche une initiale gravée à la lame. Un L, à moitié effacé. Ce fut le premier véritable tournant de l'enquête, un signe concret, matériel, qui liait enfin un objet, un lieu et un nom. Mais ce que les enquêteurs ignoraient encore, c'est que cette découverte n'était qu'un fragment d'un scénario bien plus tortueux, car derrière la violence apparente se dissimulait peut-être une histoire d'attachement, de trahison et de vengeance lente, patiemment construite, bien avant cette nuit glaciale de février. À la mi-mars 1991, un mois après la découverte des corps, la neige avait presque disparu des versants pyrénéens. Les chemins boueux révélaient à nouveau les cicatrices laissées par l'hiver. Pourtant, à Saint-Laurent-de-Cerdan, le froid semblait s'être installé dans les esprits. Les habitants continuaient à parler de l'affaire Delmas comme d'une plaie ouverte. Et pour les enquêteurs, chaque nouveau détail ramenait à cette impression d'un drame prémédité, pensé, préparé, exécuté dans le silence. Le capitaine Vernier, après la découverte du couteau gravé d'un L, décida de concentrer ses efforts sur Luc Martin. L'homme, toujours installé dans sa cabane forestière, vivait dans une solitude quasi totale. Le 24 mars, une perquisition discrète fut menée avec l'accord du procureur. Dans la petite bâtisse de pierre, les gendarmes retrouvèrent des outils rouillés, des bidons d'essence, quelques vêtements et un carnet jauni par l'humidité. Sur les pages, des notes éparses, difficiles à lire, des noms, des dates, des montants. Parmi eux, plusieurs faisaient directement référence à Jean Delmas. Une mention attira particulièrement l'attention. Réglé avant février, où tout sera perdu. Pour Vernier, cette phrase sonnait comme un avertissement. Les enquêteurs comprirent que Jean devait de l'argent à Luc, une somme non négligeable, fruit d'un chantier commun interrompu 2 ans plus tôt. L'affaire s'était réglée à l'amiable, du moins en apparence. Mais il semblait que Luc n'avait jamais accepté d'être écarté de l'atelier. Lors de son audition, il reconnut avoir prêté de l'argent à Jean, sans contrat, pour l'achat de matériel. Une dette qui, selon lui, devait être remboursée avant la fin de l'hiver. Il nia toute rancune. J'attendais juste qu'il tienne parole. Mais ses propos se contredisaient. D'un côté, il parlait d'une confiance intacte. De l'autre, il évoquait une trahison. Les gendarmes notèrent qu'il évitait soigneusement de parler de Monique. Or, plusieurs témoins affirmaient qu'il s'était montré étrangement attentif envers elle depuis quelques années, réparant sa clôture, lui livrant du bois, proposant de rendre service pendant les absences de Jean. Une voisine se souvint d'une scène survenue l'été précédent. J'ai vu Luc discuter avec Monique devant la maison. Elle paraissait gênée. Lui, il avait ce regard, pas méchant, mais insistant. Peu à peu, l'image du forestier loyal s'effritait. Derrière l'amitié proclamée, on découvrait une relation teintée de jalousie, de frustration accumulée, d'un attachement silencieux qui avait pu se transformer en ressentiment. Vernier formula alors une hypothèse. Et si le mobile n'était pas l'argent, mais une forme d'amour contrarié? Les analyses de laboratoire, toutefois, ne suffisaient pas encore à l'impliquer directement. Le sang retrouvé sur le couteau restait non attribué. L'ADN n'était pas encore un outil courant en 1991. Les prélèvements devaient être envoyés à Paris, et les résultats pouvaient prendre des semaines. En attendant, la presse s'enflamma. Un suspect dans le massacre des Pyrénées titra un hebdomadaire régional. Le nom de Luc Martin circulait désormais sur toutes les lèvres. L'homme, acculé, se replia encore davantage sur lui-même. Les gendarmes le surveillaient discrètement, mais il ne quittait presque plus sa cabane, sinon pour acheter du pain au village. Pendant ce temps, un nouveau détail apparut dans le dossier. Les comptes de Jean
révélaient un retrait en liquide de 30 000 francs effectué 2 jours avant le drame. L'argent n'avait jamais été retrouvé, ni dans la maison, ni sur les lieux du crime. Où avait-il disparu? Et surtout, à qui était-il destiné? L'hypothèse d'une transaction nocturne prit de l'ampleur. Peut-être Jean avait-il prévu de rembourser une dette ou d'acheter quelque chose en urgence. Vernier ordonna de vérifier les postes frontaliers. Aucun passage officiel enregistré à son nom. Pourtant, un ticket d'autoroute espagnole retrouvé dans son blouson prouvait le contraire. Les enquêteurs commencèrent à entrevoir un scénario possible. Jean aurait pu se rendre clandestinement en Espagne pour régler une affaire financière. De retour chez lui, il aurait été attendu. Par qui? L'analyse des traces de pas relevées dans la boue du jardin révéla la présence de 2 tailles différentes. Une chaussure d'homme, taille 43, et une autre, plus petite, autour de 39. Cette seconde empreinte, oubliée jusque-là, rouvrit le champ des possibles. Une complicité? Une femme? Les archives photographiques furent réexaminées. Les empreintes partaient du portail et s'arrêtaient à la porte d'entrée. Rien d'autre. Vernier en tira une conclusion simple. Ce soir-là, 2 personnes sont venues chez les Delmas et ils les ont laissées entrer. L'équipe décida alors d'étudier la correspondance de Monique plus attentivement. Dans une des lettres retrouvées, datée de décembre 1990, elle écrivait à André « Les choses deviennent lourdes ici. Je ne reconnais plus Jean. Luc tourne autour comme une ombre. J'ai peur que tout cela finisse mal. » Cette phrase, relue à la lumière des événements, glaça l'enquêteur. Monique semblait avoir pressenti le danger. Mais lequel? Était-elle menacée? Ou simplement fatiguée d'un climat oppressant? Quand André S. apprit l'existence de cette lettre, il se mura dans un silence défensif. Ses réponses devinrent vagues. Il prétendit n'avoir jamais su que Monique se sentait menacée. Mais ses déplacements des jours précédant le drame, pourtant vérifiés, présentaient une zone d'ombre. Entre 19 h et 21 h, le soir du 16 février, aucun témoin ne put le localiser précisément. Sa sœur, censée l'héberger, déclara qu'il n'était pas encore rentré à cette heure-là. Leur complicité supposée, la disparition d'une somme importante et la présence de 2 visiteurs, ce soir-là, faisaient désormais converger les hypothèses. Vernier se trouvait face à un dilemme. 2 suspects plausibles, 2 mobiles possibles, la jalousie et l'argent, mais aucune preuve décisive. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'une 3e piste, bien plus intime, allait bientôt émerger. Quelques jours plus tard, un gendarme chargé de trier les effets personnels de Monique fit une découverte déroutante. Caché derrière un tiroir du bureau, un petit carnet à la couverture fleurie contenait des notes personnelles. Parmi les pages, un passage daté de janvier. Jean m'a parlé de son idée de tout arrêter. Il dit qu'il ne supporte plus les dettes, ni les regards. Il m'a demandé de le suivre. J'ai refusé. Ces mots résonnaient comme un aveu voilé. Fallait-il comprendre qu'il envisageait une fuite, ou pire, un geste désespéré? Mais le rapport d'autopsie restait formel. La mort de Jean ne pouvait être auto-infligée. Les coups, la position du corps, la nature des blessures excluaient toute mise en scène domestique. Pourtant, ce passage révélait une tension extrême au sein du couple, dans les semaines précédant le drame. Monique refusait l'idée de partir, peut-être symboliquement, peut-être littéralement. Les enquêteurs commencèrent à penser que le meurtrier n'était peut-être pas venu avec l'intention de tuer. Peut-être une rencontre avait-elle mal tourné. Un règlement, une confrontation, un mot de trop. Et dans le huis clos de cette maison, tout avait basculé. Au fil des jours, la montagne semblait garder ses secrets. Le vent du soir balayait la vallée. Les sapins bruissaient comme pour étouffer les souvenirs. Mais pour Vernier, le sentiment grandissait que la vérité n'était pas enfouie bien loin. Elle se cachait à portée de main, dans une relation trop humaine pour paraître criminelle, et pourtant assez fragile pour exploser. Ce basculement, il allait bientôt le découvrir. Car à la fin du mois de mars, un témoin inattendu, un ancien livreur, se présenta de lui-même à la gendarmerie. Il affirma avoir vu,
le soir du 16 février, une voiture noire garée non loin de la maison d'Elma, avec 2 silhouettes à l'intérieur. Et selon lui, l'un des 2 passagers ressemblait étrangement à Luc Martin. Ce témoignage, tardif mais précis, allait tout changer. L'escalade silencieuse prenait désormais des contours clairs. La trahison, la jalousie, la rancune. Et derrière, une vérité que le vent froid des Pyrénées ne pourrait plus dissimuler longtemps. La soirée du samedi 16 février 91 fut d'une tranquillité trompeuse. Dans le petit vallon de Saint-Laurent-de-Cerdan, la neige fondue formait des nappes humides sur les chemins. Le vent s'était levé, glissant entre les pins et les murs de pierre. Vers 20 heures, la maison des Delmas brillait encore d'une lumière chaude. Monique préparait le repas. Les enfants, déjà en pyjama, regardaient une cassette de dessin animé dans le salon. Jean, lui, rangeait ses outils dans l'atelier attenant. Une scène de calme, banale, comme il en existait des centaines d'autres dans la vallée. Pourtant, quelque part sur la route sinueuse venant de Prat-de-Mollo, 2 silhouettes s'apprêtaient à briser cet équilibre. Une voiture noire, discrète, avançait lentement, ses phares filtrant à travers la brume. À l'intérieur, 2 passagers. L'un conduisait en silence, concentré. L'autre tenait entre ses doigts un petit sac en toile, posé sur ses genoux. Aucun mot ne fut échangé jusqu'à l'entrée du village. Puis, la voiture s'arrêta dans un renfoncement, non loin du pont du ruisseau. Le moteur s'éteignit. Seul le souffle du vent demeura. À 21h40, un voisin affirma plus tard avoir entendu le grincement du portail métallique des Delmas. Puis, plus rien. Dans la maison, Monique venait de terminer la vaisselle. Jean entra, essuyant ses mains dans un torchon. Il était inquiet, nerveux. La journée avait été longue. Il s'assit à la table, prit une cigarette, puis alluma la radio. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. Ce fut un coup sec, bref, répété 2 fois. Élodie leva la tête. « Maman, c'est peut-être tonton Luc. » Monique hésita. Elle échangea un regard avec John. Puis, elle alla ouvrir. Sur le seuil se tenait Luc Martin, émitouflé dans sa veste de laine. Derrière lui, dans la pénombre, une 2e silhouette restait à distance. « Bonsoir Jean », dit-il, la voix basse. « Luc, mais qu'est-ce que c'est que tu fais là à cette heure ? Faut qu'on parle. » « C'est important. » Jean soupira, posa sa cigarette. Monique voulut intervenir, mais il leva la main. « Laisse, je vais l'écouter. Les enfants, allez dans votre chambre. » Élodie obéit sans comprendre. Le générique du dessin animé s'arrêta. Le silence retomba. Les minutes qui suivirent furent floues dans la chronologie. Mais les enquêteurs purent en reconstituer les grandes lignes grâce aux indices matériels. Luc entra dans le salon. Sa voix, d'abord calme, monta par instants. Le ton devint plus dur. Il reprochait à Jean de l'avoir oublié, de lui devoir de l'argent, de l'avoir trahi. « Tu m'avais promis de me rembourser avant février. Je t'ai dit que j'allais le faire. Les affaires ont ralenti. J'ai besoin de temps. Du temps. Tu trouves du temps pour les autres, pas pour moi. » Selon les constatations, un premier coup fut porté dans le salon. Le vase brisé, retrouvé près du fauteuil, correspondait au moment où la dispute dégénéra. Monique, en voulant s'interposer, reçut un choc à la tempe. Dans l'escalier, Élodie appela son père. Jean cria « Remonte, ferme la porte !» Le tumulte s'amplifia. Une chaise renversée, des pas précipités, le bruit d'un objet métallique chutant sur le carrelage. La 2e silhouette, jusque-là restée dehors, entra à ce moment précis. Son identité n'a jamais pu être confirmée avec certitude, mais les traces de pas retrouvées près du seuil correspondaient à une pointure 39, fine, régulière. Trop petite pour Luc. Cette personne, peut-être une femme ou un complice, semblait connaître les lieux. Elle alla directement vers la cuisine, où le couteau de service fut prélevé. C'est avec cette arme que le drame s'acheva. Entre 22h20 et 22h40, les 4 membres de la famille furent frappés à tour de rôle. Le rapport d'autopsie parlera plus tard de violence rapide et ciblée, sans acharnement inutile. L'acte, bien qu'effroyable, fut exécuté avec une maîtrise glaçante. Aucun cri ne franchit les murs. Le chien, enfermé dans la remise, aboya à peine. Quand tout fut terminé,
La montre murale s'était arrêtée à 22h37. La scène qui suivit relève de la reconstruction minutieuse des experts. Les intrus auraient tenté de mettre le feu au salon, peut-être pour maquiller le crime, mais renoncèrent. Des traces de liquide inflammable furent retrouvées sur le sol, mais aucun départ de flamme n'eut lieu. Puis, calmement, ils quittèrent la maison. La porte fut simplement tirée, non verrouillée. Leur véhicule reprit la route du pont, disparut dans la brume. En moins de 30 minutes, la vie d'une famille entière venait d'être effacée. Ce qui frappa les enquêteurs, plus tard, ce fut la précision du geste. Pas de désordre inutile, pas de tentative de fouille. Les objets de valeur restèrent intacts. Rien ne correspondait à un cambriolage. Tout indiquait une vengeance ou un règlement personnel. Les jours suivants, les analyses de la scène confirmèrent cette impression. Les empreintes relevées sur le couteau correspondaient partiellement à Luc Martin. Mais la trace était incomplète, insuffisante pour une identification définitive. Sur le bord du buffet, on retrouva une fibre textile issue d'un manteau de laine. Les laboratoires de Perpignan conclurent à un tissu artisanal pyrénéen, identique à celui de la veste portée par Luc le soir de sa première audition. Mais la preuve restait circonstancielle. Dans le carnet de Vernier, une phrase rédigée à la main, soulignée 2 fois, résumait son intuition. Il n'est pas venu seul. Et l'autre sait tout. Cette autre personne, complice, témoin ou instigatrice, devint l'obsession de la cellule d'enquête. Certains évoquèrent une femme, peut-être une ancienne connaissance de Luc ou une proche de Monique. D'autres, plus prudents, pensaient à un intermédiaire lié aux affaires transfrontalières de Jean. Mais une chose était sûre, celui ou celle qui accompagna Luc connaissait parfaitement la maison. La lampe brisée dans la chambre des enfants, les pas précis dans le couloir, la fermeture du loquet intérieur. Tout indiquait une familiarité intime avec les lieux. Pendant que les techniciens travaillaient, le capitaine Vernier relut les lettres de Monique, les témoignages du voisinage, les rapports bancaires. Tout semblait désormais converger. Jean, écrasé par les dettes, avait voulu rompre avec un passé encombrant. Monique, elle, cherchait à fuir l'étouffement. Luc, enfin, vivait dans une confusion entre fidélité et ressentiment. Ce triangle, où se mêlaient dette, jalousie et dépendance, contenait à lui seul la mécanique du drame. Vers la fin du mois, un orage s'abattit sur la vallée. Le vent hurlait entre les pins. La pluie frappait les vitres du bureau de gendarmerie. Vernier, assis seul, regardait la carte des Pyrénées épinglée au mur. Chaque point de rouge marquait un indice, une trace, un témoignage. Et en bas, tracé au crayon, un cercle entourait un mot. Montferreur, un hameau perché à flanc de montagne. C'est là, pensait-il, que tout avait commencé. C'est là que Luc s'était réfugié après sa dispute avec Jean, plusieurs mois avant le drame. Et peut-être, c'est là aussi que le plan avait pris forme. Ce soir-là, pour la première fois, Vernier formula à voix haute ce que tout le monde redoutait. Ce n'est pas un meurtre impulsif, c'est une décision. La phrase resta suspendue dans la pièce. Dehors, la pluie redoublait. Et au fond de la vallée, la maison des Delmas demeurait muette, figée dans cette heure arrêtée. 22h37, l'heure exacte où la frontière entre la colère et la folie s'était effondrée. Le lendemain de la découverte du drame, les gendarmes de Céret avaient cru que l'enquête serait rapide. Tout semblait désigner Luc Martin. Le couteau, la montre, la dette, la dispute. Pourtant, à mesure que les jours passaient, le dossier se compliquait. Rien n'était totalement certain. Les indices formaient une toile, mais dont chaque fil semblait se dérober au moment d'être saisi. À la mi-avril 1981, la cellule d'enquête spéciale, baptisée officieusement Pyrénées 37, en référence à l'heure du crime, comptait déjà plus de 25 volumes de procès-verbaux. Le capitaine Vernier, épaulé par la juge d'instruction Élise Lemoine, reprit la scène de crime dans ses moindres détails. Les relevés topographiques, les traces de pas, les empreintes, tout fut réexaminé. Le moindre cheveu, la moindre fibre, le moindre ticket de caisse étaient consignés. Et pourtant, aucune preuve irréfutable ne liait encore un suspect à la maison Delmas. Pour la juge Lemoine,
Méthodique et austère, une seule chose comptait, reconstituer le déroulement exact de la soirée. Elle convoqua une série de témoins, parfois déjà entendus, mais dont les déclarations semblaient contenir des contradictions. Le premier fut le voisin direct d'Edelma, un homme d'une 60aine d'années, ancien facteur. Il répéta n'avoir rien entendu cette nuit-là. Pas de cris, pas de moteur, pas de lumière inhabituelle. Mais, sur demande du capitaine Vernier, il reconnut finalement avoir aperçu, dans la soirée, une voiture garée non loin du pont. Une Renault 18 noire, avec les phares éteints. Ce détail, longtemps jugé anodin, devint essentiel. Car le même modèle appartenait à Luc Martin. Les gendarmes décidèrent alors de saisir son véhicule pour expertise. Le 22 avril, la voiture fut minutieusement inspectée dans le garage de la gendarmerie de Perpignan. Sous la moquette du coffre, les techniciens retrouvèrent plusieurs fibres identiques à celles d'un tapis du salon d'Elmas. Et dans un interstice du siège arrière, un fragment de papier brûlé, la moitié d'un reçu bancaire espagnol, daté du 15 février. L'inscription encore visible, Ramirez Mecánica, Figueres. C'était le même atelier mécanique que celui contacté depuis le téléphone des Delmas la veille du drame. Vernier sentit que la boucle commençait à se refermer. Luc, d'abord présenté comme un ami fidèle, apparaissait désormais au centre d'un réseau de mensonges. Confronté à ces nouvelles preuves, il se renferma davantage. Interrogé le 23 avril, il répondit à peine. « J'ai prêté ma voiture à quelqu'un, ce soir-là. À qui? Je ne me souviens plus. C'était pour dépanner, peut-être un gars de l'aciérie, mais aucun ouvrier de l'aciérie ne confirma cette version. Au contraire, plusieurs d'entre eux affirmèrent que Luc était devenu irritable, méfiant, comme quelqu'un qui cache un poids. La juge Lemoine ordonna sa mise en garde à vue. Pendant 48 heures, Luc resta silencieux. Les enquêteurs alternaient entre bienveillance et pression. Vernier tenta la voie de la raison. « Tu les connaissais depuis 20 ans. Si c'était un accident, dis-le. On peut comprendre la colère, mais pas le silence. » Luc, impassible, se contenta d'un mot. « Je n'étais pas là. » Au terme de la garde à vue, faute d'aveu et de preuves formelles, il fut relâché. La presse locale s'en empara aussitôt. L'homme du bois libre, faute de preuves. Le village, déjà divisé, se scinda encore plus. Certains criaient au scandale. D'autres parlaient d'acharnement. Dans les jours suivants, la tension monta d'un cran. Des graffitis apparurent sur les murs du bourg. Justice pour les enfants. On sait qui c'est. Luc reçut des menaces anonymes. Une pierre fut lancée contre sa fenêtre. Il quitta sa cabane pour se réfugier quelques jours chez un cousin, à Amélie-les-Bains. Mais sa présence là-bas ne passa pas inaperçue. Les journaux, flairant la peur, dressaient déjà le portrait d'un homme traqué. Pendant ce temps, l'enquête s'élargissait. La juge Lemoine ordonna une expertise complémentaire des finances de Jean Delmas. Les relevés bancaires mirent en évidence des retraits en liquide anormaux, mais aussi des dépôts récents provenant d'un compte espagnol. En tout, près de 45 000 francs avaient transité en 3 mois. D'où venait cet argent? L'hypothèse d'un trafic de bois illégal prit corps. Des contrebandiers espagnols revendaient régulièrement du bois non déclaré dans les vallées françaises, échappant aux taxes. Jean, par besoin d'argent, aurait pu participer à ce commerce parallèle, ce qui expliquerait ses liens avec l'atelier de Figueres et peut-être la présence d'un complice espagnol cette nuit-là. Le capitaine Vernier demanda la coopération de la Guardia Civile. Quelques semaines plus tard, un rapport confidentiel tomba sur son bureau. On y apprenait qu'un certain Antonio Ruiz, ancien employé de l'atelier Ramirez, avait quitté précipitamment son poste après le 17 février. Sa description correspondait partiellement à celle du second individu aperçu près de la maison d'Elmas. Taille moyenne, corpulence fine, cheveux sombres. Mais l'homme avait disparu, sans laisser de traces, franchissant sans doute la frontière par un col secondaire. Un complice étranger? Peut-être, mais rien ne permettait encore d'expliquer le lien entre lui, Luc et Jean. Dans la vallée, l'enquête avait cessé d'être un simple fait divers. Elle devenait un miroir de la fracture
entre silence rural et suspicion. Les anciens parlaient d'un mystère des montagnes. Les jeunes évoquaient une affaire d'argent qui a mal tourné. Les médias nationaux revinrent, leurs caméras braquées sur la façade vide de la maison d'Elma. Les journalistes évoquaient des failles dans l'enquête, des incohérences dans la chronologie, et certains allaient jusqu'à accuser les autorités locales de protéger leurs propres gens. Vernier, épuisé, se refusait à cette idée. Il savait que la vérité était plus simple, plus humaine. Une rancune ordinaire devenue incontrôlable. Le 4 mai, un nouveau témoignage fit irruption dans le dossier. Un routier espagnol, arrêté pour une infraction mineure à la Jonquera, affirma qu'un certain Luis M. lui avait vendu une montre d'homme, brisée, quelques jours après le 17 février. L'objet, récupéré par la Guardia Civile, fut comparé à la description de celle trouvée dans la cave des Delmas. Identique, même marque, même cadran fissuré. Sur le bracelet, les experts relevèrent des microfibres de laine pyrénéenne. La piste de Luc Martin revenait inexorablement. Alerté, Vernier se rendit lui-même à la frontière. Il savait qu'il ne pourrait pas accuser sans preuve ADN, mais il espérait obtenir un aveu. Lorsqu'il retrouva Luc, il le trouva amaigri, le regard fixe, les mains calleuses, tremblantes. On a retrouvé la montre, celle que tu disais ne pas connaître. Luc resta silencieux. On sait que tu n'étais pas seul, et que cette nuit-là, tu n'es pas venu pour parler. Un long silence suivit. Puis, d'une voix rauque, presque lasse, il murmura « Il n'aurait pas dû me tourner le dos ». Pour Vernier, c'était un demi-aveu, mais juridiquement insuffisant. La procédure devait suivre son cours. Luc fut placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Perpignan, inculpé de meurtre sur conjoint et mineur. Il nia encore toute préméditation. L'autre silhouette, celle du second visiteur, restait introuvable. Dans la vallée, la nouvelle de son arrestation provoqua un mélange de soulagement et de malaise. Certains parlaient de justice rendue, d'autres d'erreur. Le café du village se vida peu à peu. Les visages se détournaient dans la rue. Le silence revint, mais ce n'était plus celui de la paix. C'était celui du soupçon. Pour Vernier, l'enquête touchait à sa fin, du moins sur le papier. Mais au fond de lui, il restait une certitude. Quelqu'un d'autre avait partagé la culpabilité de cette nuit. Et cette personne, invisible, connaissait encore trop bien les secrets des Delmas pour disparaître sans laisser d'ombre. La montagne, comme toujours, semblait tout recouvrir. Mais parfois, la neige ne cache pas les traces, elle les préserve. Souhaites-tu que je continue avec la partie 8, centrée sur les révélations et confrontations, les preuves clés, les retournements et les aveux partiels au cours de l'instruction. L'été 1991 apporta sur la vallée des Pyrénées un soleil lourd, presque oppressant. Mais à Céret, dans les couloirs étroits du tribunal, c'était une autre chaleur qui se faisait sentir. Celle d'une enquête en train de s'ouvrir sur ces véritables zones d'ombre. Luc Martin, désormais en détention provisoire depuis 2 mois, restait muré dans un mutisme obstiné. Pas un mot sur la nuit du 16 février. Pas une explication sur les objets retrouvés. Pas un nom pour désigner le mystérieux complice. Pourtant, à mesure que la juge Élise Lemoine feuilletait les centaines de pages du dossier, un fil narratif commençait à se dessiner. Celui d'un homme trahi, isolé, qui aurait décidé de régler ses comptes après des années de frustration. Mais cette version, malgré sa cohérence apparente, ne suffisait pas. Trop de détails restaient inexpliqués. La présence du second jeu de traces de pas, la disparition des 30 000 francs, la connexion espagnole, et surtout l'absence totale d'un mobile clair. Si Luc avait voulu se venger de Jean, pourquoi s'en être pris à toute la famille? Et pourquoi cette étrange mise en scène inachevée, avec l'essence, la montre et la porte laissée ouverte? Les gendarmes de la cellule Pyrénées 37 reprirent alors l'étude des communications téléphoniques. À l'époque, les relevés analogiques exigeaient des semaines d'analyse. Mais un détail finit par apparaître. Le soir du 16 février, à 21h42, soit environ 1 heure avant le drame, un appel avait été passé depuis une cabine téléphonique située près du col de Saint-Jean-Plat-de-Corps vers la maison d'Elma.
L'appel avait duré moins d'1 minute. Le correspondant n'avait jamais été identifié, mais le numéro provenait d'un lot attribué à la commune espagnole de Figueres. L'hypothèse d'un contact préalable entre Jean et ses visiteurs prenait forme. La juge convoqua alors une confrontation entre Luc Martin et André S., le commerçant de Prat de Molo, ami de Monique. Les deux hommes s'étaient connus, de loin, sans jamais travailler ensemble. Leur rencontre, le 9 juillet 1991, dans le bureau lambrissé du palais de justice, fut glaciale. Luc, amaigri, les mains jointes, fixait le sol. André, costume froissé, paraissait nerveux. La juge entama. « Monsieur Martin, vous avez déclaré avoir prêté votre voiture à quelqu'un ce soir-là. Monsieur S., pouvez-vous confirmer que vous aviez besoin d'un véhicule le 16 février ?»« Non, absolument pas, » répondit André sèchement. Luc releva la tête, un rictus imperceptible au coin des lèvres. Il lâcha-t-il. Un silence tomba. Vernier, présent dans la salle, scruta les deux hommes. « Et pourquoi mentirait-il » demanda la juge. Luc haussa les épaules. « Parce qu'il était là. » Le murmure qui parcourut la pièce fut presque physique. André protesta aussitôt, évoquant une accusation délirante. Mais Luc, soudain plus loquace, poursuivit. « Il avait promis de m'aider à récupérer mon argent. Il connaissait Jean. Il savait où il cachait les liasses. Il m'a dit qu'on parlerait, qu'il s'occuperait de Monique pendant que je m'expliquais avec Jean. Et ensuite, tout est allé trop vite. » La juge suspendit l'audition. Les gendarmes avaient enfin obtenu ce qu'ils attendaient depuis des mois. Un aveu partiel. Luc ne niait plus sa présence dans la maison. Mais il rejetait la responsabilité du passage à l'acte sur André. Selon lui, la soirée devait se limiter à une confrontation virile pour récupérer son dû. Jean aurait résisté. La situation aurait dégénéré. André, paniqué, aurait pris le couteau. Cette version, bien que plausible, présentait des failles. Aucun élément matériel ne reliait André S. à la scène du crime. Pas d'empreinte, pas de traces ADN, pas de témoins. Mais la logique du scénario séduisait les enquêteurs. Elle expliquait les deux silhouettes, les deux tailles d'empreintes, la disparition de l'argent et la mise en scène inachevée. Luc fut maintenu en détention. André, lui, placé sous contrôle judiciaire. L'affaire prenait enfin forme. Les semaines suivantes furent consacrées à la vérification de cette nouvelle piste. Les enquêteurs espagnols confirmèrent qu'André entretenait effectivement des relations commerciales avec l'atelier Ramirez et qu'il avait croisé un certain Antonio Ruiz, le même employé fugitif mentionné dans le rapport de la Guardia Civile. Selon des témoins, André s'était rendu à Figueres le 18 février. Soit 2 jours après le drame, pour affaires urgentes. Dans un café, il aurait rencontré un homme au regard fatigué, à qui il aurait remis une enveloppe. Mais ce témoin, anonyme, ne fut jamais retrouvé. À l'automne, la juge Lemoine fit venir Vernier dans son bureau. Sur la table, 2 dossiers, celui de Luc, celui d'André. « Nous avons 2 hommes et une même histoire, capitaine. L'un avoue partiellement, l'autre nie tout. Mais sans preuve matérielle nouvelle, le procès risque d'être bancal. » Vernier acquiesça, mais garda le regard fixe. « Je ne crois pas que ce soit une affaire d'argent. Je crois qu'il y avait de l'amour, de la jalousie, et que tout le reste s'est greffé dessus. Vous pensez à Monique ? Oui, je pense qu'ils étaient 3 à souffrir d'un même vide, et qu'un seul a décidé de le combler par la violence. » Quelques jours plus tard, un fait inattendu fit basculer l'instruction. Dans la prison de Perpignan, Luc Martin demanda à revoir Vernier, hors audition. L'entretien eut lieu dans une salle nue, surveillée par un gendarme. Luc semblait plus calme. « Je veux que vous sachiez, je n'ai pas touché aux enfants. » Vernier le fixa sans répondre. « Je les ai vus, endormis. Je voulais juste que j'en comprenne. Mais c'est lui qui a commencé. Il m'a frappé. Ensuite, tout s'est mélangé. Quand j'ai vu Monique, j'ai su qu'il n'y avait plus rien à sauver. Et l'autre, André, Luc ferma les yeux. Il était là. Il avait peur. C'est lui qui a voulu tout brûler. Mais je l'ai arrêté. J'ai dit, pas ça. » Pour la première fois, un contour humain se dessinait derrière la barbarie. Pas un monstre,
pas un plan diabolique, mais une suite de décisions absurdes, prises dans un mélange de rancune, de honte et de passion dévoyée. Vernier quitta la cellule en silence. Dans le couloir, il nota sur son carnet l'amour, la dette, la peur. 3 mots pour 4 morts. L'automne s'installa sur la vallée. Les feuilles rousses tombaient sur la maison vide des Delmas, dont les volets clos semblaient regarder le vide. Le procès, annoncé pour l'année suivante, divisait déjà les journaux. Certains voyaient en Luc un meurtrier prémédité, d'autres un homme brisé. André, de son côté, engagea un avocat pénaliste connu, dénonçant une machination orchestrée par un esprit instable. Mais au sein de la cellule Pyrénées 37, une dernière question demeurait. Si tout s'était passé comme Luc l'affirmait, pourquoi la montre avait-elle été retrouvée dans la cave, un endroit où il n'était jamais descendu? C'est en relisant le tout premier procès-verbal que Vernier remarqua un détail oublié. Le matin du 17 février, avant l'arrivée des gendarmes, le facteur, celui qui avait donné l'alerte, avait pénétré dans le jardin, intrigué par le silence. Interrogé à nouveau, il confirma avoir peut-être ouvert la porte de la cave, sans se souvenir de ce qu'il avait vu. Une erreur minime, mais suffisante pour brouiller la chronologie des lieux. Pour la juge Lemoine, cette affaire n'était plus un simple dossier criminel. C'était un drame humain, étouffé par la solitude, la jalousie et l'isolement. Et derrière les faits, il restait cette énigme, presque métaphysique. Jusqu'où un homme peut-il aller pour ne pas se sentir effacé? Quand la neige revint sur Saint-Laurent-de-Cerdan, les habitants avaient cessé de parler de l'affaire. Le temps, croyait-on, ferait son œuvre. Mais pour ceux qui avaient vu les photos, entendu les cris étouffés du dossier, ou marché dans la maison silencieuse, le poids du drame restait entier. Et bientôt, ce poids allait se déplacer de l'enquête vers la salle d'audience. Car en mars 1992, l'affaire Delmas allait enfin être jugée. Et avec elle, les secrets que la montagne croyait avoir ensevelis. Souhaites-tu que je continue avec la partie 9, consacrée au procès et au verdict, où se mêlent émotions, contradictions, et la question jamais vraiment résolue de la vérité? Le procès de l'affaire Delmas s'ouvrit le 9 mars 1992, devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, à Perpignan. Un an presque jour pour jour après la tragédie, la salle d'audience, habituellement réservée aux affaires ordinaires, semblait trop étroite pour contenir la tension collective qui s'y accumulait. Dès l'aube, une foule silencieuse s'était formée devant le palais de justice. Des journalistes, des curieux, des voisins, tous voulaient voir le visage de Luc Martin, l'homme que l'on accusait d'avoir anéanti une famille entière. Lorsque les gendarmes le firent entrer, menotté, le silence fut total. Luc, amaigri, vêtu d'un pull de laine gris, avait le regard bas. Sa barbe mal taillée, ses mains jointes tremblantes donnaient l'image d'un homme brisé, plus que d'un prédateur. Dans le box, il leva brièvement les yeux vers la juge présidente, puis vers les familles de Monique et Jean Delmas, assises au premier rang. Leurs visages, figés, exprimaient une douleur sans nom, mais aussi une attente, celle d'une vérité, quelle qu'elle soit. À ses côtés, son avocat, Maître Fournier, un homme calme, à la voix mesurée, savait que l'issue du procès tiendrait à peu de choses. Face à lui, l'avocat général, Jean-François Lagrange, construisait déjà son réquisitoire comme une tragédie morale, celle d'un homme rongé par la jalousie, consumé par l'échec, incapable d'accepter la réussite d'autrui. Dès les premiers jours, le procès prit un ton grave. Les enquêteurs vinrent à la barre les uns après les autres, retraçant minutieusement la chronologie de l'enquête. La scène du crime, les objets retrouvés, la montre arrêtée à 22h37, la fibre de laine, la voiture, le couteau gravé d'un L. Chaque détail rappelait la précision glaçante du crime. Puis vint le témoignage du capitaine Vernier. Sa voix, posée, résonna dans la salle. Ce qui nous a toujours frappé, c'est la cohérence du geste. Rien de précipité, rien de volé. Le tueur savait où il allait. Luc l'écoutait sans réagir, les yeux fixés sur la table. Quand la présidente lui demanda s'il souhaitait répondre, il prononça seulement « J'étais là, oui, mais pas pour ça ». Cette phrase, captée par les micros, fit le tour des journaux dès le soir même. « J'étais là, mais pas pour ça ». Les commentateurs s'interrogeaient. Aveu détourné.
ou dernier refuge d'un innocent accablé par la honte. Le 3e jour, André S. fut appelé à la barre. L'homme, vêtu d'un costume sombre, entra d'un pas nerveux. Depuis des mois, il clamait son innocence. Son visage crispé trahissait une colère contenue. L'avocat général l'interrogea sur ses liens avec Monique Delmas, sur les lettres retrouvées, sur les voyages en Espagne. André répondit avec assurance. « Oui, je la connaissais. Oui, on s'écrivait. Mais c'était une amitié, rien de plus. Et je n'ai jamais mis les pieds dans cette maison le 16 février. » Luc, depuis son box, murmura à voix basse. « Mensonge. » La présidente l'interrompit sèchement. « Monsieur Martin, vous parlerez quand ce sera votre tour. » Ce fut un moment suspendu. Les jurés, impassibles, prenaient des notes. Mais certains regards s'échangèrent, conscients que la ligne entre complices et témoins devenait floue. Aucun élément matériel ne liait André à la scène, mais tout, dans l'attitude de Luc, semblait désigner une trahison silencieuse. L'audience du 5e jour fut la plus bouleversante. Les familles des victimes vinrent témoigner. La sœur de Monique, la voix brisée, évoqua la douceur d'une femme qui voulait juste vivre tranquille. Le frère de Jean, lui, parla de la culpabilité du silence. On ne voit jamais venir ces choses-là. On croit connaître les gens. On se trompe toujours. Certains jurés baissèrent la tête. Même l'avocat général, d'ordinaire impassible, sembla touché. L'émotion collective dépassait les frontières du procès. Elle rappelait à tous qu'ici, ce n'était pas une histoire de criminel abstrait, mais de vie ordinaire brisée en une nuit. Quand vint le tour de Luc Martin de s'exprimer, la salle retint son souffle. Il resta longtemps silencieux, les yeux perdus dans le vide. Puis, d'une voix rauque, il dit « Je voulais juste parler à Jean, qu'il me regarde, qu'il reconnaisse ce qu'il m'avait fait. Mais il s'est mis en colère. Il m'a frappé. J'ai perdu la tête, et après, je ne me souviens plus. » « Et les enfants ?» demanda la présidente. Un silence. « Je les ai trouvés, ils dormaient, je n'ai rien fait, j'ai vu le sang, j'ai voulu partir. Mais l'autre, lui, il est allé plus loin. » « Vous parlez d'André S. »« Oui. Il a pris le couteau. Moi, j'étais dehors. Quand je suis revenu, c'était fini. » Ce récit, confus, vacillant entre aveux et accusations, troubla la cour. Lagrange, l'avocat général, se leva aussitôt. « Monsieur Martin, si vous n'avez rien fait, pourquoi votre montre est-elle dans la cave? Pourquoi votre voiture contient-elle des traces du salon? Et pourquoi avoir menti pendant des mois ?» Luc resta muet. Puis, lentement, il répondit. « Parce que j'avais honte. » Le silence qui suivit fut total. Même les plumes des journalistes cessèrent de gratter. Un homme seul, accablé, semblait assumer sans le dire ce que tout le monde savait déjà. Il avait voulu parler. Et la parole s'était transformée en meurtre. Après 9 jours d'audience, le jury se retira pour délibérer. 10 heures plus tard, à minuit passé, la présidente revint. Luc Martin fut déclaré coupable de quadruple homicide volontaire, avec circonstances aggravantes. La Cour retint la préméditation partielle et la complicité indéterminée d'un tiers non identifié. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. À l'énoncé du verdict, Luc ne réagit pas. Il se contenta de murmurer « Qu'il me pardonne si c'est possible ». André S., lui, fut acquitté. La juge Lemoine prononça la formule d'usage. Il bénéficie du doute. Mais à sa sortie du tribunal, des cris éclatèrent. Certains l'insultaient, d'autres le fixaient en silence, comme s'ils savaient. Il quitta la région quelques semaines plus tard, s'installant définitivement à Barcelone. Dans les jours qui suivirent, la presse s'empara du verdict. L'affaire des Pyrénées, un crime de silence, titra le Midi libre. Les émissions de radio débattaient du mobile invisible, de l'ombre de la jalousie, de la folie de la solitude. Mais pour la plupart des habitants de Saint-Laurent-de-Cerdan, il n'y avait plus rien à dire.
La justice avait parlé. Et pourtant, quelque chose, au fond, restait suspendu. Car malgré les aveux partiels, malgré les preuves accumulées, malgré la condamnation, la vérité complète ne fut jamais établie. Certains détails, le rôle d'André, la fuite possible du complice espagnol, la mise en scène de la cave, demeurèrent à jamais sans explication. La montagne, une fois encore, avait gardé son secret. À l'extérieur du palais, ce soir-là, le capitaine Vernier sortit fumer une dernière cigarette sous la pluie fine. Un journaliste s'approcha. « Vous pensez que tout est fini, capitaine ?» Vernier regarda la rue vide, puis répondit doucement « Non. Dans ces affaires-là, rien n'est jamais vraiment fini. Il reste toujours des vivants pour porter les morts. » Et tandis que la fumée se dissipait, l'écho de ces mots se mêla au vent de la montagne, ce vent qui, depuis un an, semblait murmurer les mêmes mots. 22 art 37. Souhaites-tu que je continue avec la partie 10, la dernière, consacrée à l'héritage du drame, l'impact sur la communauté, la mémoire collective et la trace durable laissée par cette affaire dans la vallée. Le temps avait passé. En cette fin d'année 1995, 4 ans après le drame, le village de Saint-Laurent-de-Cerdan semblait avoir retrouvé sa tranquillité. Les touristes de passage ne savaient rien de ce qui s'était joué entre ces montagnes. Seuls les habitants, les anciens surtout, continuaient à baisser la voix quand on évoquait la maison des Delmas. Le bâtiment, toujours debout, restait vide. Le toit, pourtant solide, s'était couvert de mousse. Les volets bleus avaient perdu leur éclat. Et la boîte aux lettres, rouillée, portait encore le nom effacé. Famille Delmas. Les années n'avaient pas suffi à dissiper le poids du silence. Pour beaucoup, l'affaire n'était pas close. Certes, Luc Martin croupissait derrière les murs froids de la maison d'arrêt de Muret. Certes, la justice avait rendu son verdict. Mais dans les esprits, une question persistait, lancinante. Était-il vraiment seul? Le capitaine Vernier, lui, avait quitté la gendarmerie l'année suivante. Après 27 ans de service, il avait rendu son insigne sans cérémonie. On le croisait parfois acéré, dans un café près de la gare, un carnet à la main. Il notait, griffonnait, observait les montagnes. Certains disaient qu'il continuait, à sa manière, l'enquête qu'il n'avait jamais vraiment quittée. Il gardait, disait-il, la sensation d'un trou dans le récit. Un détail manquant, comme une phrase inachevée dans un livre trop vite refermé. Luc Martin, de son côté, écrivait des lettres. À la juge Lemoine, d'abord, puis à un prêtre, enfin à la sœur de Monique. Des lettres pleines de repentir, mais sans véritable révélation. Il parlait d'un soir d'hiver, où tout s'est éteint d'un coup. Il disait ne plus se souvenir de l'instant précis. Ces mots trahissaient une confusion sincère, ou peut-être une lucidité trop douloureuse pour être dite. Dans une lettre datée de 1994, il écrivit « J'ai essayé de me convaincre que j'étais seul responsable. Mais il y a des ombres qui reviennent dans mes rêves, des voix que je n'arrive pas à faire taire. » Ces phrases, publiées discrètement dans un article du Midi Libre, relancèrent pour un temps les spéculations. Certains croyaient qu'il parlait d'André S. D'autres, plus discrets, pensaient qu'il faisait allusion à Monique elle-même, comme si une dispute conjugale, une scène de violence réciproque, avait précédé l'irréparable. Mais l'histoire, désormais, ne leur appartenait plus. Elle était devenue celle d'une région entière. Dans les écoles, les instituteurs rappelaient parfois à voix basse l'importance d'écouter les silences. Les jeunes, nés après 1990, entendaient parler de l'affaire Delmas, comme d'une légende sombre, transmise à demi-mot. Un avertissement, presque une morale. Les secrets ne meurent jamais dans la montagne. Un jour de novembre, la maison Delmas fut enfin vendue. Un couple venu de Toulouse, ignorant tout du passé des lieux, décida de la restaurer. Pendant les travaux, l'un des ouvriers trouva, coincé dans une poutre, un petit carnet abîmé par le temps. À l'intérieur, quelques notes, probablement de Monique. Des listes de courses,
des phrases sans suite, et au milieu, une ligne tracée d'une écriture. Écriture hésitante. Si tout s'arrête ici, que quelqu'un raconte notre histoire sans haine. L'ouvrier remit le carnet au maire, qui le conserva dans les archives communales. Personne ne sut jamais si ces mots avaient été écrits avant ou après la nuit du drame. Mais pour ceux qui les lurent, ils sonnèrent comme une demande de paix. En 1996, un journaliste de France 3 consacra un reportage à l'affaire des Pyrénées. Le documentaire s'ouvrait sur un plan fixe, la vallée à l'aube, couverte de brume. La voix du narrateur murmurait. Ici, entre les pins et les nuages, le vent transporte encore le souvenir d'une nuit où le silence a crié. Ce film, sobre et mélancolique, redonna un visage humain à l'histoire. On y entendait les anciens du village, la boulangère, le maire, et même Vernier, interviewé pour la première fois. À la question « Que retenez-vous de tout cela ?» Il répondit sans détour que le mal, ici, n'est pas venu de la montagne. Il est venu de la solitude. Depuis, chaque hiver, le 17 février, une petite gerbe de fleurs est déposée discrètement devant la maison. Personne ne sait par qui. Peut-être un ancien camarade d'école des enfants. Peut-être la sœur de Monique. Peut-être même, dit-on, un facteur à la retraite, celui-là même qui avait donné l'alerte ce matin-là. Un geste simple, presque imperceptible, qui dit pourtant tout. La mémoire n'a pas disparu. Elle s'est simplement adoucie. Aujourd'hui, le village a changé. Les volets de la maison Delmas ont été repeints d'un bleu clair. Les rires d'enfants résonnent à nouveau dans le jardin. Mais le soir, quand le vent descend des montagnes et que les lumières s'éteignent, il arrive encore qu'on entende, dans les cafés, une phrase prononcée à voix basse. « Tu te souviens de l'hiver 91 ?» Alors, les regards se croisent, et le silence revient, chargé de respect et d'une tristesse apaisée. Car dans les Pyrénées, la mémoire n'oublie pas. Elle se tait, elle veille. Et sous le ciel froid des montagnes, la maison des Delmas est devenue plus qu'un lieu de crime. Un rappel fragile de ce que la colère, la solitude et l'amour contrarié peuvent détruire quand les mots ne suffisent plus à les contenir. Et chaque année, au moment où les aiguilles de l'horloge atteignent 22h37, le vent qui souffle sur la vallée semble répéter doucement ces mots, comme une prière qui traverse le temps. Que leurs âmes trouvent enfin le repos.